Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle review sur la saison 4 de Wakfu avec l'épisode 6. Je trouve que cette saison devient de plus en plus intéressante. Réellement, j'ai toujours peur que ça se termine un petit peu en eau de boudin comme la saison 3, mais pour l'instant, j'apprécie beaucoup ce que nous propose cette nouvelle saison. Donc, dans cet épisode est divisé en globalement deux parties, même si on reste beaucoup en fait sur Amalia et Hugo au royaume Sadida. Donc, dans le dernier épisode, les Nécromes avaient attaqué la forêt. Et en fait, on apprend que a priori, ils sont pas là pour attaquer les gens tout de suite. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se nourrir, donc récupérer du Wakfu. Et pour l'instant, les êtres vivants, on va dire inférieurs, leur suffisent. C'est-à-dire qu'ils veulent pas bouffer les gens, mais plus les arbres, la nature, ce genre de choses, tout ce qu'ils peuvent avoir à leur disposition. On apprendra plus tard également qu'ils s'en prennent au corail, aux barrières de corail. Donc pour l'instant, ils sont plus sur des trucs simples, on va dire. Et puis, si il y a des gens qui s'opposent à eux ou qui se mettent sur la route, bon bah, pas à l'abri d'un petit snack quoi. Donc, au niveau de la forêt Sadida, donc Armand devient un personnage vraiment que j'aime beaucoup. J'aurais vraiment pas cru pouvoir dire ça quelques années en arrière, parce que Armand a ce côté très arrogant, très sûr de lui, très méprisant. Ça reste un prince, mine de rien, et un prince qui a des compétences à faire valoir. Mais c'est vrai qu'il nous montre beaucoup plus dans cette saison, je trouve, que dans les saisons d'avant. Un côté plus sentimental, plus fragile. Il tient vraiment à sa sœur, il tient à Amalia. Il le dit à plusieurs reprises, il veut l'aider à combattre, mais elle dit que lui c'est le roi et qu'il il doit protéger leur peuple, il doit les guider. Alors qu'elle est plus du côté protectrice et d'une guerrière. Euh, donc voilà, il aimerait pouvoir l'aider, mais elle ne veut pas. Il s'énerve même contre Hugo. Et je me dis, mais Hugo, mais depuis le temps, tu t'en es pas rendu compte. Parce qu'en gros, Hugo nous dit, oui, non, bah écoutez, visiblement, pour l'instant, ils sont pas prêts à vous attaquer. Donc écoutez, tant qu'ils peuvent bouffer vos arbres, c'est pas grave. On peut les laisser faire, ça passera. Sauf que, doit-on rappeler à Hugo que depuis la saison 1, on sait que le grand arbre Sadida, entre autres, est un être vivant particulièrement conscient. Je sais pas, comme dans le premier épisode, on avait rencontré le Shenmue, notamment. Et que l'arbre de vie des Sadidas s'était connecté à Amalia pour quand Nox avait attaqué, pour vraiment se défendre et lui donner de la force et pouvoir agir réellement. J'aime beaucoup d'ailleurs ce côté qu'on donne à Amalia, ce côté protectrice. C'est c'est un rôle pour les personnages féminins qui moi m'intéresse beaucoup, que je trouve très intéressant et qu'on voit disparaître de plus en plus. Aujourd'hui, on est beaucoup sur il faut que les femmes soient des femmes fortes, il faut qu'elles combattent, il faut qu'elles comment dire, plus qu'elle se rapproche du côté masculin en fait. Et on oublie tout ce que être une femme implique. Un côté peut-être plus sensible, plus vulnérable, plus à l'écoute, plus empathique. Bref, toutes des caractéristiques qu'on associe aujourd'hui à de la faiblesse, parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Et notamment tout ce délire des personnages prêtresses, princesses par exemple, qui peuvent être fortes, qui ont un rôle particulier sans forcément avoir à se battre. Mais voilà, ce qui était Amalia depuis la saison 1 globalement. Amalia, elle pouvait se battre, et elle se battait, mais c'est vrai qu'elle était toujours beaucoup plus en retrait, je trouve. Avec ce côté, bah, je peux parler aux plantes, je peux interagir avec le monde, ce genre de choses. Et je trouve que ça, on remet un petit peu ça sur le devant de la scène dans cet épisode-là, très, très doucement. Par exemple, Hugo lui dit, bah écoute, moi je peux pas utiliser mes armes de Wakfu parce que bah, les Necromes, là les gars, ils se nourrissent de Wakfu, donc ça va pas le faire. Et il lui demande du coup, bah ouais, est-ce que tu pourrais potentiellement, je sais pas, me donner une arme ou quelque chose, me fabriquer un truc. Et du coup, bah, c'est ce qu'Amalia fait. Elle dit en gros que les arbres que les Necromes sont en train de détruire sont des arbres centenaires. Et qu'en gros, bah, même si eux ont été détruits, leurs racines sont toujours là et s'enfoncent jusqu'au centre du monde. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce côté de la nature. Je,
Je sais pas, je trouve que ça va avec une idée que j'ai par rapport à la Terre, de potentiellement, est-ce que la Terre en elle-même ne serait pas un organisme vivant, plus ou moins conscient, mais vivant quand même? Et du coup, bah, elle puise là-dedans pour lui donner, pour lui forger 2 épées. Il lui demande spécifiquement, si possible, 2 épées. Et donc, voilà, 2 épées en bois. Elle se prend un petit bâton et Amalia combat. Et franchement, au niveau niveau de la chorégraphie et des combats, c'était plutôt pas mal, hein. Ça fait du bien. Ça fait du bien de voir Amalia vraiment remise sur le devant de la scène parce que depuis la saison 1, c'est vrai qu'Amalia, bon, elle est un peu en retrait. C'est pas le personnage ni le plus intéressant et elle est plus utilisée en mode, bah, voilà, tu es une fille, tu attires l'attention des mecs, délouez vite. Donc bon. Et notamment, donc pour revenir à ce que je disais au début, notamment Armand s'énerve contre Yugo et lui dit: «Non mais c'est gentil, mais nous, enfin nous on considère les arbres comme des êtres vivants en fait. Ils sont à moitié arbres et on sait que quand les Sadida meurent, ils se transforment en arbres». C'est justement ce qu'on voyait en début de saison 4 suite à la mort du roi Sadida. Donc oui parce que pour les 2-3 du fond qui auraient pas très bien compris, oui les arbres, les plantes sont des êtres vivants. C'est pour ça que ça m'énerve en fait tout ce côté des véganes et des gens dans ce genre-là. Ils sont en mode: «Non mais il faut surtout pas manger des animaux, c'est pas bien, vous comprenez, ils sont vivants, ils ressentent des trucs». C'est oui, bah, c'est merci, les plantes aussi. Elles sont peut-être pas sur le même niveau de communication que nous, enfin les animaux non plus, hein, aux dernières nouvelles ils parlent pas, et ça nous empêche pas d'avoir de l'empathie pour eux. Ça nous empêche pas d'en bouffer certains non plus. Euh, En fait, ça m'a toujours énervé quoi, c'est oui, les plantes sont des êtres vivants aussi en fait, et elles méritent le respect. Je sais pas, truc de base. C'est pour ça que personnellement, je pense que je pourrais pas être végane, par exemple. Parce que je trouve ça hypocrite. C'est, oui, j'ai pas forcément envie de voir comment est-ce qu'on tue un poulet, par exemple. Mais ça va pas m'empêcher d'en manger. Tout comme je vois, par exemple, des pommiers, ça va pas m'empêcher de manger des pommes. Enfin, c'est des considérations, moi, qui me dépassent. Et donc, du coup, ça m'a un peu surpris que ce soit Hugo qui sorte ce genre de discours-là, parce que de dire oui, non, mais c'est pas grave, tant qu'il y a vos arbres, vous allez être tranquille, parce que je peux me tromper, hein, mais il me semble que dans les OAV, dans le tout premier OAV, sur la quête des Sidofus, Hugo avait été le premier à s'énerver quand il avait compris que le compte à rebours utilisait les arbres et comptait utiliser les arbres de la forêt Sadida pour chauffer Frigost, en fait. Et c'était lui-même qui allait dire à Amalia, non mais ne l'épouse pas parce que il fait ça, quoi. Non, ça m'a étonné que Hugo sorte ça, et il s'est fait reprendre, mais magistralement, que ce soit par Armand ou Amalia, quoi. Donc bon, du coup, Armand décide de partir à contre-cœur, soyons très honnêtes, mais décide de partir chercher des renforts, aller chercher l'armée, ce genre de choses, pendant que Hugo et Amalia vont combattre. Bon, on va dire que c'est un petit peu compliqué quand tu as en face de toi des zombies qui absorbent ta force vitale. Évident, évident. Mais heureusement, ils reçoivent de l'aide un peu plus tard dans l'épisode de la part de Nora, de Kilby et d'autres Céliatropes. Donc voilà. Et notamment, on apprend dans cet épisode, je crois que ça, je sais plus si ça avait déjà été mentionné réellement ou si c'est juste que de par les images avec un peu de connaissance, on pouvait le deviner, mais Nora nous apprend dans cet épisode que quand elle a été sauvée, la déesse Héliatrope, de l'emprise des nécromes dans leur dimension bizarre, là, et ben en fait, son jumeau dragon, Ephraim, s'est sacrifié pour leur permettre de s'échapper. Et en fait, visiblement, vu la réaction de Nora, et vu l'apparence de Ephraim qu'on avait déjà vu, alors très vite fait, en fin de saison 2, enfin pendant la saison 2, quand Kilby parlait de ses frères et sœurs dragons, et Eliatrope, mais l'apparence de Ephraim est connue dans le fandom de Wakfu et de Dofus. C'est pas quelque chose qu'on ignore, quoi. Visiblement, Ephraim, effectivement, est devenu un nécrome. Et du coup, Nora, ça lui faut un coup de le revoir, quoi. Et du coup, je me pose la question, parce qu'on est déjà quoi, on est déjà épisode 6, on est moitié de saison. Est-ce qu'on va avoir un affrontement Ephraim-Nora?
peut-être un team-up, hein, Ephraim Nora, parce que s'il y a un truc que nous a bien montré l'épisode de Robot, l'épisode spécial sur Robot, c'est que quand les dragons et les héliotropes ils team up, c'est stylé quand c'est les fratries qui le font, c'est pas mal. Mais du coup, voilà, ils essaient de combattre un petit peu, mais ça dure pas très très longtemps. Ils finissent par se retirer sans qu'on sache trop. Ça se termine un petit peu comme ça. La déesse Héliatrope. Parlons un petit peu de la déesse Héliatrope parce que je continue à avoir une mauvaise vibe par rapport à ce personnage. C'est plus je la vois, plus je comprends pourquoi Kilby est comme il est, réellement. Parce qu'en gros, elle a aucune envie d'affronter les nécromes. On peut le comprendre. Elle a quand même un traumatisme assez lourd parce que pendant des milliers d'années, a priori, elle a été emprisonnée par les nécromes et ils se sont nourris de son wakfu. Ce qu'elle t'a demandé d'ailleurs, est-ce que la déesse Héliatrope est une source limitée de wakfu? Parce qu'à ce moment-là, tu m'étonnes qu'il les gardait pour eux. Mais donc, ouais, elle est en panique totale, elle a aucune envie de mettre ses enfants en danger, et elle dit même, c'est pour ça que ça me rappelle Kibi, elle dit même, non, non, mais écoutez, c'est pas grave, si ce monde est perdu, on en trouvera un autre. C'est déjà la deuxième fois, ou troisième fois qu'ils quittent leur monde, parce que je ne sais plus très bien, parce que ça dépend du lore, des jeux, de ce qui est canon, tout ça, mais on sait que les héliotropes ont déjà quitté au moins une fois leur monde d'origine. C'était à l'époque où ils affrontaient une autre menace, me semble-t-il, par rapport qui se nourrissait, enfin qui utilisait la stasis, je peux me tromper. Et du coup, qui utilisait également le wakfu, je peux me tromper. Peut-être en fait que c'est ça, peut-être que les nécromes, c'est une façon de réutiliser le concept des mécasmes. Les mécasmes, c'était une race de créatures mécaniques, globalement, si je me souviens, qui en gros ont affronté les héliotropes il y a des milliers d'années, qui les ont forcés à atterrir sur le monde des 12. Et tout ça parce que Kilby, dans sa grande sagesse et bienveillance, a arraché le cœur d'un des mécasmes, Orgonax. Et en fait, c'est grâce à ça qu'ils ont réussi à faire l'Eliacume. Ce qui peut potentiellement expliquer quelques propriétés vachement cheloues de l'Eliacume. Donc du coup, voilà, la déesse Héliatrope, elle est prête à se barrer. Et pendant que ses enfants, ils vont un petit peu essayer d'aider Hugo et Amalia au royaume Sedna, elle essaye de utiliser cette espèce de créature qu'on a vue au tout début de la saison, qui a mis très mal Hugo, Adamaï, tout le monde, quoi. Elle essaye en fait de lui piquer son cœur en disant oui, est-ce que tu me laisseras l'utiliser? Tu es tellement fort, tellement puissant, machin. Mais même elle se fait mettre mal par cette bestiole. Pourquoi est-ce qu'il est là et qu'il ne bouge pas? Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, est-ce que c'est juste un plot point qui est mis en place pour plus tard? Plus tard, j'entends post-saison 4. Là, j'ai vu qu'apparemment, il y avait un manga qui racontait ce qui se passe après la saison 4 qui est sortie. Très bien à ce niveau-là, mais peut-être. Hein. Et ouais, elle a ce côté un petit peu dément quand même, légèrement sur les bords, la déesse Héliatrope. Mais bon. On a également des petites nouvelles d'Adamaï. Ça y est, Adamaï est revenu. Et en fait, on sait ce qu'il est parti faire. Parce qu'il était dit, oui, je vais aller réfléchir à tout ça et tout. En fait, il a récupéré les Sidophos Héliatropes. Et je trouve ça génial. Parce que j'y avais pas du tout pensé. Et c'est logique. Parce que Adamaï, avec les Sidophos Héliatropes, bon, il était quand même un petit peu cheaté en saison 3. En tout cas, par rapport aux ennemis communs et à notre équipe de base. Bon, même Tristopin, il a pas fait long feu, quoi. Donc, puis on a bien vu ce que ça donnait avec Hugo dans les OAV. Il a réussi littéralement à créer, entre guillemets, ses enfants. Donc ouais, Adamaï se bat avec les Sisyphus Héliatropes, se fait avoir, mais comme un abruti. Mais je te jure, il mériterait des baffes. Il se fait emprisonner, en fait. Et il dit, oh, c'est tout et tout. Et puis, quand il se rend compte que non, non, mais en fait, les Necroms s'auto-alimentent, on va dire, entre eux, mais il est là, ah, mince, zut. Et en fait, il est obligé d'être sauvé par un personnage que j'étais tellement contente de revoir, qu'on voit depuis le début de la saison, un petit peu dans le fond et tout.
le personnage de Lance Dur. Alors, Lance Dur, si vous ne savez pas qui c'est, il y a quelques mois, Ankama avait sorti une série de quelques épisodes assez courtes, fait par un autre studio, mais qui se passe dans le monde de Wakfu, d'un personnage qui suit la fin de vie, on va dire, la fin de l'histoire, la fin de la légende de Lance Dur, qui est le roi du royaume d'Alboire, je crois, que c'est comme ça se prononce. Et en gros, voilà, dans sa dernière aventure, on découvre ce personnage. Et en fait, cette histoire-là, Lance Dur, se passe post-saison 4 de Wakfu. Bon, donc du coup, a priori, ça veut dire que le personnage va survivre. C'est un personnage secondaire de Wakfu saison 4. C'est pas méga important. Ça montre un petit peu, ça donne des petites idées de à quoi ressemble le monde post-saison 4. Je reste persuadée, ça a été teasé pour moi en début de saison, que Yugo va provoquer un cataclysme d'une manière ou d'une autre. Ce serait pas la première fois. Il est plutôt doué pour causer des problèmes, je trouve, Yugo, quand même. Il résout les problèmes, mais il en cause quand même pas mal à côté aussi. Pour moi, il va se passer un truc en fin de saison 4, un cataclysme. Ce qui irait aussi avec le trailer qu'on avait eu il y a quelques années en arrière à l'époque pour le Kickstarter. Pour le Kickstarter, Kickstarter, le truc, le financement participatif en tout cas, où vraiment on voyait que à un moment Yugo qui avait l'air d'être chez les Sadida avec des héliotropes, plutôt des héliotropes vu ce qu'on a appris depuis, puisque les héliotropes a priori il n'y en a plus. Mais ouais, il y avait dû y avoir tout le trailer en fait était basé autour d'une catastrophe planétaire. Donc ce serait pas déconnant. On rappelle que dans les OAV, il a fait détruire le monde. Donc voilà, petite apparition de Lance Dur qui se débrouille plutôt pas mal, qui sauve Adamaï. En fait, les Necroms se retirent de ce front-là également. Adamaï essaye de les suivre, mais alors il plonge sous l'eau, et en fait il se réfugie dans une espèce de crevasse, mais il y a des espèces de tentacules d'énergie, de stasis qui en sortent. Adamaï manque de se faire avoir, donc voilà, on sait pas trop ce qui se passe pour l'instant, mais clairement. Alors peut-être que c'est en lien avec ce que je suppose être le grand ennemi de cette saison, qui est cette espèce de créature qui a capturé en fait la déesse Eliatrope, qu'on voyait dans son flashback en musique. Là. Donc peut-être, je ne sais pas. Et du coup, les Necroms mentionnent le nom de Tauros, le grand Tauros. Donc je crois que c'est lui, le grand méchant, parce que j'avais eu un petit peu des échos de personnes qui avaient suivi beaucoup plus le truc que moi avant que la saison 4 ne sorte. Je crois que Tauros est le grand méchant de cette saison 4, avec des gros guillemets, des points d'interrogation. Aucune idée. Bon, si vous regardez cette review, la saison 4 est sortie depuis un moment, donc vous savez certainement la réponse. Moi, pas encore. Donc voilà. Et enfin, l'épisode se conclut, on retourne un petit peu du côté de Pimpin et compagnie. Je me demande vraiment où va cette storyline. Parce qu'elle est teasée depuis le début de la saison, mais pour l'instant, ça va un peu nulle part, à part que le gars qui se présente comme le père d'Eva, Eva n'a pas l'air d'être au courant, d'ailleurs. Donc je ne sais pas ce qu'on lui a raconté sur son père ou ce qu'elle sait. Je suis très intéressée d'apprendre tout ça. Mais en gros, à part le fait qu'il ait dit à Pimpin, oui, vous attirez quand même un peu trop d'emmerdes autour de vous, vous voulez pas partir? Ça mise à part, et le fait qu'il soit intervenu au moment où Pain du coup, le dernier enfant d'Eva et de Triste Pain débarque sur le monde des 12, avec le frère de Rouchou à l'intérieur de lui. Est-ce que ça a un lien? Peut-être. Pour l'instant, je sais pas trop où va cette storyline. C'est très compliqué. Mais donc voilà, un petit épisode vachement sympathique que j'ai beaucoup aimé. Et donc, ouais, j'ai hâte d'en voir un peu plus. Sur ce, bah, je vais vous laisser là. Et puis, bah, on se retrouvera la prochaine fois pour l'épisode 7 de la saison 4. Allez, portez-vous bien. Bye.